Mais oui, je retrouve Florent Machabert. Voilà, et ça marche. Bonjour Florent, on a décidé de Bonjour faire David. une émission que j'espère hebdomadaire de débat d'actualité, d'inspiration libertarienne et un peu conservatrice, parce que toi tu es conservateur aussi, tu n'es pas que libertarien. Il Et faudrait définir les mots, mais c'est toute une émission, ça. de bien nombreuses émissions, je pense. Tout à fait. Mais je voulais qu'on aborde les sujets qui sont plutôt les nôtres d'ailleurs, qui sont des sujets d'économie, plutôt d'économie libertarienne, euh, et que on essaie d'éclairer l'actualité pour les lecteurs qui se posent des questions, qu'on se donne une demi-heure comme ça régulièrement pour aborder les sujets. Est-ce que ça te convient, Florent? Oui, tout à fait. Voilà une bonne nouvelle. Alors, on a décidé aujourd'hui de parler du contre-budget du Rassemblement national qui a été présenté par Jean-Philippe Tanguy, qui est l'économiste du Rassemblement national, à côté de Marine Le Pen. On va y venir. Et on va se poser la question de savoir si ce contre-budget, s'il était appliqué, mettrait en danger l'euro, la zone euro, ce qui n'est pas forcément pour nous déplaire. Moi, en tout cas, je ne suis pas un grand adepte de l'euro. Mais ça va être l'occasion d'éclairer un certain nombre de sujets. Pour commencer, Florent, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'il y a dans ce budget de contre-réforme, dans ce contre-budget de réforme du Rassemblement national? Voilà, je vais y arriver. Alors, effectivement, ils ont déjà beaucoup insisté sur le préfixe contre, parce que ce n'est pas l'application du projet présidentiel de Marine Le Pen de 2022. C'est simplement une copie rectificative, un peu à chaud, on va le voir, du PLF, donc du projet de loi de finances 2026 du gouvernement Lecornu bis, et pas le biscornu. Donc, ça, c'est un premier élément. Et ensuite, quand on plonge un petit peu dans le document de, je sais plus, je crois qu'il fait 8 pages, qui a été distribué aux journalistes lors de cette conférence de presse, alors on va pas reprendre toutes les mesures, hein, mais si on regarde les grands équilibres, moi je suis frappé d'abord par une chose très positive et puis une chose qui me laisse un peu pantois. La chose positive, c'est que les grands équilibres, à la sortie, on a effectivement 36 milliards d'euros d'économie nette. Donc c'est vraiment un moins 36 milliards. Ça veut dire que si on l'appliquait, on aurait à la sortie 36 milliards d'euros de déficit public. Pour l'instant, on va se concentrer sur l'État, de déficit public en moins. Donc ça, effectivement, par rapport à la copie de Le Cornu qui nous fait en fait des moindres hausses de dépenses publiques, plus des hausses d'impôts, bon, ça c'est quelque chose qui est positif. On sent Là, bien, c'est du net. Ce que tu nous dis, c'est que c'est moins c'est du 30 net. milliards net. C'est pas moins Voilà, on va 30 rentrer. milliards sur ce que ça aurait pu être. Non, 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 non. Voilà. Alors que c'est quand même ce que nous dit Le Cornu. Il faut se plonger dans le truc pour comprendre que on lit partout que le budget Le Cornu, c'est, je sais même plus combien, c'est je crois 17 milliards d'euros d'économie de dépenses publiques. Je me suis dit, mais si c'est ça, c'est un bon début. Mais en fait non. Quand on regarde, c'est plus 25 milliards d'euros de hausse de dépenses publiques. Et en fait, ils jouent comme d'habitude sur des moindres hausses. Bon. Là, le projet du Rassemblement national, il faut le reconnaître, c'est pas ça. En fait, c'est 57 milliards d'euros de baisse de la dépense publique, alors qui est quand même compensé par 7 milliards d'euros de hausse des dépenses publiques. Mais bon, l'un dans l'autre, ça fait quand même moins 50 milliards d'euros. Donc moi, je trouve que c'est vraiment le minimum syndical, 50 milliards d'euros d'économie. Je pense qu'il faudrait plutôt aller chercher 100 ou 150. Jacques de la Rosière, l'ancien patron du FMI et de la Banque de France, lui a dit c'est 150 ou 200 milliards d'euros. Bah oui, en fait, c'est un budget à l'équilibre, tout simplement. Donc là-dessus, bon, je pense que ils ont compris que il fallait surfer sur la vague de la baisse de la dépense publique. C'est peut-être une idée qui est en train enfin de rentrer dans la tête des Français. Donc ils se disent tiens, on a des voies à prendre là-dessus. Et puis en face, deuxième bonne nouvelle, il y a une baisse nette des prélèvements obligatoires, des impôts, à hauteur de 14 milliards d'euros. Alors le problème, c'est que quand on regarde dedans, on le fera peut-être tout à l'heure, quand on regarde à l'intérieur, c'est un peu moins reluisant. Mais il y a une baisse, là aussi, des impôts. Donc finalement, facialement, on a bien une baisse des dépenses publiques de un peu plus de 50 milliards d'euros et une baisse des impôts, modeste, hein, mais quand même de 14 milliards d'euros, là où
le budget Lecornu, c'est 14 milliards d'euros aussi, mais en plus, c'est plus 14 milliards d'euros d'impôts. Donc là-dessus, nous qui défendons plutôt baisse des dépenses publiques accompagnée d'une baisse des impôts pour redonner un peu d'oxygène à tout le monde, en particulier aux entrepreneurs, ça va plutôt dans le bon sens. Ça, c'était la première remarque que je voulais faire. Je ne sais pas si je continue ou si on s'arrête là-dessus. Est-ce que tu peux quand même nous dire, parce que bon, on a vu des choses. Alors, Oui. la presse, on va dire mainstream, a évidemment est tombée à bras raccourcis sur ce budget en disant ils essayent de paraître sérieux, mais en réalité leurs chiffres sont fantaisistes. Moi, j'ai vu les chiffres, on va en discuter. Je ne les ai pas trouvés si forcément fantaisistes. En tout cas, je trouve qu'il y a une réaction excessive sur le sujet. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, je suis d'accord. Alors, il y a des choses, effectivement, le gros poste de baisse des dépenses publiques, c'est sur l'immigration. Et ça, moi, je sais pas toi, mais je trouve que c'est difficile à chiffrer. Donc, il propose moins 11, on va arrondir, moins 12 milliards d'euros, donc 12 milliards d'euros d'économie sur l'immigration au sens large. On va voir par quelle mesure, mais c'est difficile à. Le problème, c'est quand on fait des coupes, notamment effectivement sur les aides sociales qui seraient conditionnées aux étrangers résidents désormais, donc 5 ans sur le territoire national. Bon, ok, il va y avoir des aides qu'on ne va plus verser. Le problème, c'est qu'il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a le logement, la santé, etc. Donc, on a tendance quand même à surestimer, je pense, en termes d'études d'impact. Il faudrait faire une vraie étude d'impact là-dessus. Et donc là, pour l'instant, c'est 12 milliards d'euros. Transformer l'AME, l'aide médicale d'État, en aide médicale d'urgence, ça c'est facile à chiffrer. Par contre, la conditionnalité de certaines aides, en particulier donc les aides, les prestations non contributives type RSA essentiellement, ça c'est difficile à chiffrer et c'est peut-être pour le coup un peu gonflé. Comme ça pèse 12 milliards dans leur baisse de 50 milliards, effectivement, s'il y a un dérapage là-dessus, à la sortie, ça risque d'être moins. Ouais, j'ai quand même noté, mais on va en dire, on va parler des baisses de dépenses puisque tu en parles. Il y a une époque, Charles Prats, dont on va redire qu'il est fonctionnaire, il est magistrat, il n'est pas adhérent à la Sécu, il sait pas comment ça marche, avait dit il y a on était parti à une époque sur 20 milliards de fraude, on était monté à 40 milliards, puis 60 milliards. Chaque fois qu'on tendait un micro à Charles Prats, il y avait une 20 milliards de fraude en plus, on savait pas d'où ça venait. Là, le Rassemblement national, qui à une époque avait dit 40 milliards à récupérer sur les fraudes sociales, finalement, j'ai vu qu'ils étaient tombés à 3 milliards et demi, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement, c'est ce que je regardais. Plan de lutte contre les fraudes, 3,5 milliards. Ça paraît raisonnable comme étiage. Et donc, c'est là qu'on se dit, puisque, en effet, moi, je pense qu'il y a un mythe très facile, je le lis dans les commentaires partout, c'est dès qu'on dit le mot étranger, immigré, les gens deviennent dingues. Ah ben oui, c'est la source de tous nos maux, quoi qu'il arrive, même s'il pleut aujourd'hui, c'est à cause des immigrés. En réalité, il y a eu, le RN à une époque donnée sur ce sujet dans la fraude sociale, et le RN inflige un désaveu terrible à toutes ces doctrines selon lesquelles lutter contre les fraudes sociales rapporterait des dizaines de milliards d'euros. Et là, je trouve que on n'a pas assez souligné qu'au fond, alors moi j'ai toujours dit qu'il y avait 8 milliards de fraudes sociales, mais la moitié venant des patrons, l'autre moitié des salariés, vraiment. Mais des assurés sociaux. Mais donc je vois que donc je dis toujours il y a 4 milliards de fraudes venant des salariés, des assurés. Et je vois que le RN n'est pas très loin de ce chiffre. Il est tombé à 3 milliards et demi. On rappellera qu'officiellement, la Sécu espère récupérer 2 milliards en luttant contre les fraudes, ce qui est quand même, le RN se rapproche des chiffres officiels. Je trouve qu'on n'a pas assez commenté ce changement de pied. Sur le fond, est-ce que tu peux nous dire quelques mots quand même sur la baisse de la contribution à l'Union européenne, puisque on va y revenir après, on va parler des baisses d'impôts, mais c'est aussi un sujet, c'est-à-dire est-ce que le RN s'exprime sur le sujet? Alors, effectivement, par ordre dans les grands postes de dépenses qui baissent, donc un, c'est l'immigration, et en troisième position, on reviendra sur ce qui est en deuxième position, en troisième position, en effet, c'est la baisse de la contribution de la France à l'Union européenne, à hauteur de 8,7 milliards d'euros, donc ça fait quand même une baisse d'un tiers à peu près de la contribution de la France au budget de l'Union européenne. On rappelle que la France est ce qu'on appelle un contributeur net à l'Union européenne, donc elle touche moins d'aide en retour qu'elle n'en verse. Néanmoins, on est quand même, notamment dans la politique agricole, ultra bénéficiaire de cette politique.
Et là, l'idée, alors j'ai creusé, alors on ne sait pas précisément comment les choses se passeraient, si ce n'est ce qu'on retrouve, et j'ai envie de dire les éléments de langage de Marine Le Pen et du parti là-dessus, c'est nous allons entamer un bras de fer avec l'Union européenne. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le RN aujourd'hui, de 2000, en fait, c'est depuis 2017 à peu près, plus clairement depuis 2022, a totalement renoncé au Frexit. Donc quand Madame de Montchalin dit à Jean-Philippe Tanguy à l'Assemblée ou à Marine Le Pen, je ne sais plus, que leur projet de baisse de 9 milliards d'euros de la contribution de la France au budget de l'Union européenne, c'est un Frexit caché. J'ai envie de dire, moi j'aimerais bien, mais en fait c'est pas du tout ça. Depuis à peu près l'ère Bardella, c'est plus du tout à l'ordre du jour. Et le Oui, mais projet ça du RN. poserait quand même un problème politique. Je vais me Alors faire tout à fait. Alors, ça c'est l'avocat vrai. médias. Pour Bien l'Union sûr. européenne, ce Bien serait sûr. quand même un signal important. Bah, je crois d'ailleurs qu'il faudrait que ça soit décidé à l'unanimité du Conseil européen, si je ne m'abuse. Donc ça, c'est quand même un premier problème. Et puis si la France décidait unilatéralement de le faire, bon, bah, je pense que du jour au lendemain, comme ça s'est produit avec la Hongrie, on aurait une suspension de toutes les aides. Et il faudrait ensuite aller expliquer aux agriculteurs qui en dépendent très largement aujourd'hui, enfin plutôt les gros d'ailleurs, on avait fait une émission là-dessus, que ça s'arrête du jour au lendemain. Donc là, on est sur une décision, une position, une mesure qui permet au RN d'être toujours classé parmi les eurosceptiques, on va dire, mais avec c'est même pas un Frexit mou, quoi. C'est un non-Frexit. C'est on va arriver à réformer de l'intérieur et à négocier. Moi, je ne crois pas à cette position. Je pense qu'il faut claquer la porte et puis reprendre notre souveraineté, nos souverainetés au pluriel, économique, monétaire, etc. Alors, parle-nous du deuxième poste, puisqu'on a évoqué effectivement. l'immigration, la baisse de la contribution. Alors, le deuxième poste, à hauteur de 10 milliards d'euros, c'est ce que le RN appelle, expression à la mode, un train de vie de l'État. Donc, pour 10 milliards d'euros, donc là aussi, c'est très modeste. Il y a 1700 milliards d'euros de dépenses publiques, et puis on baisse de 10 milliards d'euros. Mais bon, symboliquement, c'est important, ça va dans la bonne direction. Donc, réduction des dépenses de fonctionnement de l'État, donc essentiellement sur des agences, des opérateurs, et puis ils incluent aussi dans cette ligne l'aide publique au développement, puisque c'est vrai qu'on continue de donner de l'argent à la Chine, par exemple. C'est plutôt la Chine qui devrait nous en donner, quand on voit le niveau technologique atteint par la Chine dans plein de domaines, le nucléaire ou autre, on se pince. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir me payer une BYD, par exemple. C'est extraordinaire. C'est une voiture, c'est ça? Oui, c'est une voiture, oui. Moi, je dis toujours un bid, mais toi, tu dis. Oui, oui. Mais je crains que ça ne fasse pas un bid au niveau de l'Union européenne. Enfin, en tout cas, sur le sol européen. Donc voilà, on a cette ligne-là de 10 milliards d'euros. Donc effectivement, alors interroger sur les opérateurs dans lesquels il sabrerait, évidemment, Jean-Philippe Tanguy a botté en touche en disant on vous donnera la liste. Mais on a donc sur la baisse des dépenses, alors ils appellent ça dépenses inutiles, on a effectivement on a donc cette baisse à la fois de l'aide publique au développement et puis suppression des c'est très évasif, les fameux ODAC. On sait qu'on en a 700 en France, des organismes, c'est quoi le D, je sais plus, organisme d'administration centrale. Ouais, le D, je sais plus. Bon. Donc effectivement, à l'intérieur, ça va de Météo France jusqu'à le CESE, le Césaire, le je sais pas quoi. Il y en a des tonnes et des tonnes. Ça engloutit plusieurs centaines, je crois 130 milliards d'euros à peu près par an. Là aussi, l'effort est très modeste, mais voilà. Donc, en fait, je suis à chaque fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis partagé entre saluer un budget qui est sur les dépenses et sur les recettes est à la baisse, c'est-à-dire va dans la bonne direction, et puis à l'intérieur, le tripatouillage et les mesures laissent un peu sur notre faim. Quand même, dans cette affaire, il y a un volet que je voudrais qu'on aborde maintenant parce que c'est, de mon point de vue, le plus grand risque pour la stabilité européenne, dont je ne suis pas non plus défenseur. Moi, je suis pour un Frexit, mais on est d'accord pour dire que le Frexit que Marine Le Pen pourrait provoquer se ferait à reculons et pas en avançant.
sur un malentendu. C'est ça. Elle propose des baisses d'impôts et notamment une forte baisse de la TVA, même la suppression de la TVA sur beaucoup de produits de première nécessité, ce que moi je trouve pas forcément choquant, c'est-à-dire que effectivement, si on veut aujourd'hui augmenter le pouvoir d'achat des gens sans obliger les employeurs à augmenter des salaires qu'ils n'ont pas les moyens d'augmenter, même si plein de Français rêvent là-dessus, ils recrutent des étrangers pour les payer moins cher, cherchent plein de pognon, discours que j'ai entendu de la part de militants du RN, c'est très largement du fantasme. Et donc, baisser ou supprimer la TVA, ce serait quand même une opération qui n'est pas absurde. Est-ce que, j'ai deux questions là-dessus. D'abord, est-ce que supprimer la TVA, ça veut dire baisser les prix? Est-ce que les commerçants baissent leurs prix ou les entreprises baissent leurs prix quand elles sont moins taxées? Deuxièmement, est-ce qu'au fond, c'est pas un budget de relance à la Liz Truss, comme en Grande-Bretagne? On se souvient qu'elle a tenu un mois parce que les marchés ont commencé à dire, mais elle va exploser la dette, elle va exploser, et puis tout ça n'est pas financé. Qu'est-ce que tu réponds à ces deux remarques, Florent? Alors, je vais commencer par la deuxième. Effectivement, pour le coup, on est dans la partie socialiste de mon point de vue, ou étatiste, allez, on va être plus gentil, étatiste, interventionniste, allez, c'est le mot le plus neutre, interventionniste du RN, parce qu'effectivement, on est sur une bonne vieille relance par la consommation, Du à hauteur, Mitterrand. voilà, à hauteur de 13,5 milliards d'euros. On rappelle que donc la TVA, c'est le premier budget de l'État. Ça dépend beaucoup des années, mais c'est autour de 200 milliards d'euros à peu près pour les caisses de l'État. On rappelle quand même, là où je te rejoins, c'est que la TVA, c'est quand même un impôt contre-redistributif, parce qu'effectivement, le ménage modeste, en pourcentage de son revenu, mais il va plus consommer qu'épargner. Et évidemment, la TVA, elle frappe la consommation et pas l'épargne. Donc, effectivement, on n'entend d'ailleurs jamais M. Mélenchon proposer des baisses, des baisses de TVA. Toujours un peu étonnant pour quelqu'un qui se prétend proche du peuple. Donc là, ils le font. C'est vrai que ça part d'une bonne intention. Il y a quand même évidemment de l'électoralisme, et puis c'est de la relance keynésienne par la consommation. On sait que en tout cas depuis 50 ans, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne peut pas fonctionner quand on a ce taux auquel on emprunte si supérieur à notre taux de croissance nominal. Donc ça, c'est le premier point. Alors après, en plus, quid de l'efficacité, enfin de la mise en place concrète? On a vécu ça, je crois que c'était sous Sarkozy, le passage de la TVA sur la restauration. On a tous observé que le prix des menus n'avait pas baissé et que c'était plutôt allé, sans vouloir jeter la pierre aux restaurateurs, aller plutôt ou en grande partie ou à 80% dans la poche du restaurateur. Donc il y a quand même un effet d'aubaine créé par ce genre de mesures qui me laisse sceptique et qui surtout en termes de philosophie est à l'orthogonale de cette baisse des dépenses publiques et de ces habits un peu trop grands pour l'instant pour le RN d'une politique qui se voudrait un peu libérale. Donc en fait, il y a du keynésianisme et puis il y a des mesures qui vont dans le bon sens. C'est ce qui me fait dire que je pense qu'ils sont tiraillés en fait le RN actuellement entre le climat ambiant auquel a contribué François Bayrou en mettant de façon frénétique le sujet de la dette sur la table. Donc si ça a pu avoir cet effet positif, tant mieux. Et puis leur base électorale qui reste populaire, qui reste ouvrière et qui voit d'un bon œil typiquement ce genre de mesures. Mais je voudrais souligner, et c'est vraiment à l'image de ce budget ambivalent, que la baisse des impôts de production qu'il propose est supérieure à la baisse de la TVA qu'il propose, puisque c'est 16 milliards d'euros de baisse des impôts de production. Alors donc, c'est les impôts que les entreprises payent sur le chiffre d'affaires. Exactement. Donc, bénéficiaire ou pas, elles payent. Tout à fait. C'est la CFE, c'est la C3S, c'est la CVAE. Tout ça est passé par la fenêtre à hauteur de 16 milliards d'euros, donc pour alléger la fiscalité des entreprises. Et ça, effectivement, ça va évidemment dans le bon sens, puisqu'on rappelle qu'on est champion du monde des prélèvements obligatoires, toutes catégories. Et donc, ça pèse, c'est un marqueur quand même important. Et c'est vrai qu'on voit quand même aussi une évolution dans la sociologie électorale des électeurs du RN. On a quand même de plus en plus d'ACCE, comme on dit, d'artisans, commerçants, chefs d'entreprise, et même des cadres, c'est un peu la nouveauté des européennes 2024, s'orienter de plus en plus vers le RN, peut-être faute de mieux. Et donc quand même ce discours-là
et s'accompagne de mesures concrètes de baisse des impôts que j'ai évoqués. Alors, je rajoute juste un petit point, Oui. c'est que tu utilises l'expression le RN est tiraillé, que je crois assez juste. Moi, j'ai produit hier sur mon Substack un papier sur j'ai retrouvé l'électeur zéro du Ah oui, j'ai RN vu. Kevin. qui me vaut, qui est un descriptif de ce qu'on, un peu symptomatique de mon point de vue et symbolique de ce qu'on appelle le peuple aujourd'hui. Bref, pour moi, lisez ce papier, ceux qui le veulent, c'est gratuit en plus sur le Verac Briefing sur Substack, vous pouvez y aller, mais ça m'a valu pas mal de commentaires très haineux sur on n'a pas le droit de dire du mal de l'électeur de base du RN. Simplement, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu ne crois pas que si on pratique une relance par la consommation, qui est à hauteur de plusieurs dizaines de milliards, parce que c'est ça qui est derrière ces mesures, est-ce que tu ne prétendu en tout cas, est-ce que tu ne crois pas que au fond la France sera le seul pays à faire une relance par la consommation en Europe? C'est aussi le pays le plus endetté, le plus déficitaire, qui va annoncer qu'il veut sortir de l'Union, enfin qui veut baisser sa contribution à l'Union européenne, ce qui est aussi un signal de dégradation, je dirais, de notre pouvoir d'achat. C'est qu'on nous ne sommes plus dans le peloton, nous sommes en bout de piste. Est-ce que tu ne crois pas qu'au fond, l'Union européenne, et beaucoup vont spéculer sur cette réaction, l'Union européenne va dire on ne peut pas maintenir un euro avec un des grands pays de l'Union qui pratique une politique économique à rebours, c'est-à-dire tous les autres pays pratiquent une politique de l'offre et vous, en France, vous pratiquez une politique de la relance mal financée. Est-ce que ça ne risque pas d'avoir un effet systémique sur l'euro et notamment convaincre tout le monde que l'euro est en bout de course et qu'il va éclater? Ben, c'est vrai que c'est un signal qui, là aussi, va à 180 degrés de ce qu'ont fait le Portugal, l'Espagne, même l'Italie. On se moquait beaucoup des Italiens, les Grecs d'une certaine mesure, dans une certaine mesure, même si c'est un peu différent. Et pour le coup, ça s'est fait sous la contrainte d'une grave crise de la dette. Donc oui, clairement, on n'est pas du tout. Tous les indicateurs le montrent. On est plus que. Oui, on est dans le peloton, mais on est vraiment sur tous les indicateurs. On est parmi les trois derniers, que ça soit la dette, le déficit, le poids des prélèvements obligatoires, et rajouter là-dessus une relance par la consommation qui ne dit pas son nom, mais enfin qui est pas très difficile à décrypter et à analyser. C'est effectivement ça vient s'ajouter à tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, voilà. Et surtout qu'il y a un autre volet qui, à mon avis, est le plus catastrophique, même si, encore une fois, les grands équilibres vont dans le bon sens, c'est qu'il y a quand même, dans ce budget du RN, il y a 31 milliards d'euros de hausse des recettes, enfin des impôts. Alors, effectivement, comme ils proposent de les baisser symétriquement de 45 milliards, oui, c'est positif et ça baisse de 14 milliards d'euros. Mais il y a quand même 31 milliards d'euros de nouvelles taxes, dont certaines pourraient être revendiquées par Jean-Luc Mélenchon. Et ça, évidemment, ça vient aussi, ça pourrait venir allumer la mèche des marchés financiers qui disent mais qu'est-ce que c'est que ces nouveaux impôts créés, qui sont pas très loin en fait de la taxe Zuckman allégée qui va être débattue en fin de semaine. J'ai vu que c'était un peu décalé parce que Monsieur Lescure part à l'étranger, mais voilà. Et quand on interroge Madame Le Pen, est-ce que vous allez voter cette Zuckman allégée, elle répond oui si c'est notre projet à nous, quoi. Donc en fait là-dessus, on voit bien que deuxième grand volet où le RN est très interventionniste pour rester gentil, mais là pour le coup vraiment socialiste, socialo-communiste, c'est la création. Alors il y en a plusieurs, hein, de cet impôt l'IFF, là, impôt sur la fortune financière. C'est une taxe sur les rachats d'actions, c'est une taxe sur les super dividendes, c'est une taxe sur les transactions financières intrajournalières. Enfin, là, effectivement, les marchés financiers, hein, j'ai dû utiliser le mot financier à chaque fois, devraient réagir très très mal par une hausse des taux d'intérêt et qui pourrait couper l'herbe sous le pied du RN, y compris sur son programme de baisse des dépenses publiques et de baisse globale des impôts. Ça, effectivement, c'est inquiétant. Et c'est là qu'on se dit, d'où cette expression du tiraillement. Il y a des choses qui sont bien, et puis il y a des choses dignes de LFI, hein, quand même. On peut rentrer dans le détail de ces impôts, mais... Là-dessus, je rappelle que le courrier des stratèges porte une réforme fiscale disant il faut reconnaître le statut de dirigeant effectif d'une entreprise
et ne pas taxer l'actionnaire qui est au turbin tous les jours dans sa boîte pour développer l'entreprise, de la même façon que l'actionnaire rentier qui a reçu un portefeuille et qui ne participe pas à la vie de l'entreprise. Vous pouvez retrouver ce texte, d'ailleurs, dans l'article qui accompagne cette vidéo. Nous avons fait un support. En 3 mots, Florent, puisque je sais que comme moi, tu es plutôt favorable à une sortie de la zone euro. Simplement, moi, je suis pour une sortie franche et transparente, c'est-à-dire qu'on ne dise pas aux gens que c'est une baguette magique qui va permettre d'augmenter le nombre de fonctionnaires, le poids des services publics, etc. Si on sortait de la zone euro, comment on devrait faire pour éviter la banqueroute et la catastrophe sociale en France? Tu as 3 minutes pour répondre. 3 minutes pour répondre. En tout cas, non, je te rejoins sur l'idée d'un Frexit net, mais qui n'est pas du tout la finalité. C'est le préalable, c'est la condition nécessaire, mais absolument pas suffisante pour redresser nos comptes publics. Donc, la première chose, il faudrait que ça s'accompagne, un peu comme en 58, toute proportion gardée, avec le plan Pinay-Rueff, d'une remise au carré de nos comptes, avec pour le coup, eh bien, oui, 150 milliards d'euros de baisse de nos dépenses publiques, accompagné d'un beau choc aussi sur les impôts. Alors là, pour le coup, on pourrait accompagner, ça pourrait être à la fois baisse massive des impôts de production, baisse massive aussi des impôts payés par les ménages. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, si c'est pour que la Banque de France reprenne le rôle de la Banque centrale européenne, bah c'est pas la peine. C'est-à-dire que il faut arrêter avec cette idée que parce que au motif que nous pourrions directement nous endetter auprès de la Banque centrale française, ou enfin de la Banque de France ou de la Banque centrale européenne, tout va bien. On voit bien que les pires périodes qui en réalité ont creusé notre déficit, même si à l'époque les taux étaient à zéro, ça a été lorsqu'on a mis les taux à zéro, donc après bien après 2008 et puis surtout dans la période Covid de 2020. Donc il faut, moi je suis partisan, je vais prendre le problème pour terminer de l'autre côté, je suis partisan du free banking, c'est-à-dire que je pense qu'il faut, comme Hayek, il faut une concurrence des monnaies, il faut que les banques de second rang, les banques commerciales que nous connaissons tous, auprès desquelles nous avons nos comptes, puissent créer de la monnaie comme elles le font à travers les crédits, mais que ça puisse quand même être adossé à du un peu plus tangible. Je ne sais pas si ça doit être de l'or, mais quelque chose de plus tangible. Et puis ensuite, ces monnaies se font concurrence, et puis la meilleure emporte le morceau. C'est-à-dire qu'il faut que il puisse y avoir aussi une concurrence entre les monnaies qui circulent sur le territoire. Alors évidemment, quand on dit ça, on passe pour un huluberlu parce que on pense au louis d'or qui avait le profil du roi frappé sur la pièce. Donc on pense que c'est un attribut de l'État. Moi, je pense que c'est le début de la servitude. Mais voilà. On rappellera au demeurant qu'aujourd'hui, nous vivons sous le régime de la concurrence entre les monnaies et que on supprimerait la BCE, on aurait une Banque de France qui se substituerait à la BCE. Ça n'enlève rien, parce que nous avons la faculté d'acheter des dollars, des monnaies étrangères, de l'or, des crypto-monnaies, et que donc aujourd'hui, personne n'imagine interdire les crypto-monnaies en France. J'imagine ni l'or, ni les billets. Tu peux nous rappeler d'ailleurs que tu fais quelques dossiers sur l'acquisition de monnaie dans le cadre de nos dossiers patrimoine? Tout à fait. Alors le dernier, c'était comment choisir et estimer des pièces de monnaie à la fois en or et en argent. Alors pour les plus frileux, ça peut être des pièces à cours légal, et puis pour les plus avertis, ça peut être des pièces de collection qui présentent l'avantage d'être assez légèrement fiscalisées. Et puis effectivement, on a aussi, pas plus tard que dimanche dernier, expliqué que l'horizon des métaux précieux ne s'arrête pas à l'or et à l'argent. Il y en a aussi d'autres dans la famille des métaux blancs, le platine, un peu spéculatif, le palladium, qui fonctionne bien aussi, qui permet d'élargir en fait la base et de protéger son patrimoine, parce que vous avez bien compris que tout va être fait pour vous faire les poches. Bon, on redit qu'on fait des articles que moi je considérais des articles de référence. Le dimanche matin, on les concentre sur le courrier. Il y a 5 articles d'ailleurs pour aider l'épargnant qui ne veut pas se faire engloutir par la crise des finances publiques qui arrive. Florent, merci. Nous sommes le mardi 28 octobre. On se retrouve le mardi 4 novembre pour une autre émission où nous continuerons à parler de ces sujets d'euros, de Frexit, de monnaie, etc. Très bien.
À Merci. mardi prochain, Florent. À mardi.